Salut les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo du blog La meilleure cyclosportive de votre vie. Une vidéo toute particulière où on va parler encore une fois de mental et de motivation. Alors, j'ai une question à vous poser. À quoi sert de vous faire des sacrifices à l'entraînement, de souffrir des sacrifices au niveau alimentation, au niveau financier pour payer les courses, le matériel, etc. À quoi ça sert des fois de faire des compromis et des tensions un petit peu au niveau de sa famille si le jour de la course, alors que vous avez tout fait pour bien vous préparer, vous avez une super préparation, éventuellement un super coach, et le jour de la course, vous ne pouvez utiliser que 50, 60 ou 80% de votre potentiel, voire même pire. Certains se sabotent complètement le jour de la grande course. Je discutais la semaine dernière avec un cycliste qui a fait les championnats du monde de Keirin dans les années 80, qui, pendant les phases qualificatives, la demi-finale, bat tout le monde, y compris le champion olympique. Et le jour de la finale, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il commet une erreur de débutant, il va s'enfermer à l'intérieur de la ligne. Hein, au Keirin, on ne s'enferme pas à l'intérieur parce que sinon on ne peut pas sortir pour le sprint. Et donc, il peut pas gagner alors qu'il avait battu tout le monde lors des phases qualificatives. C'est ce qu'on appelle le méga sabotage, d'accord? Alors ça peut venir de différentes raisons. Moi, ce que je veux voir avec vous aujourd'hui, c'est comment en fait créer les conditions optimales pour que le jour de la course, vous donniez le meilleur de vous-même, tout simplement parce que vous êtes concentré, vous êtes présent dedans. Alors, c'est pas moi qui vous en parler, c'est Michael qui, vous savez, intervient tous les mois sur le flow, donc cette partie de la préparation mentale qui est tout à fait particulière. Aujourd'hui, il interviewe Pascal, qui est une experte mondiale, mais qui est une Française spécialisée dans cette méthode de préparation mentale et qui vous en parlera très très bien sur un des aspects essentiels, c'est-à-dire comment, eh bien, juste avant la course, arriver dans la meilleure disposition mentale pour faire la course optimale, c'est-à-dire pour être mentalement prêt à vous défoncer, à aller au-delà de vos possibilités, d'être prêt à souffrir, d'accord, aussi faire les bons choix tactiques dans la course, quand il y a tout qui bouge dans tous les sens, eh bien, comment faire les bons choix tactiques, bref, comment être hyper concentré le jour J. Eh bien, ça ne se décrète pas comme ça parce qu'un jour j'ai décidé, ça se prépare, ça se travaille à l'entraînement. Donc, je vous retrouve tout de suite après ce petit interview de Michael et je vous donnerai un petit job à faire pour muscler votre concentration. Allez, Michael, à toi maintenant. Merci Nicolas, bonjour à toutes et tous, je suis ravi de vous retrouver sur la meilleure cyclosportive de votre vie.com. Comme promis lors de notre dernière vidéo, j'ai la chance aujourd'hui de recevoir une experte française du flow dans le sport, en la personne de Pascal de Montron. Bonjour Pascal. Bonjour. Pascal est docteur en psychologie du sport, a accompagné en handisport la Fédération française de basketball, a été une des premières chercheuses françaises à s'intéresser au flow dans le sport. Et plutôt que de long discours, je vais tout simplement lui laisser la parole pour nous permettre de comprendre, Pascal, ce qu'est le flow dans le sport, comment ça se provoque chez les sportifs, et qu'est-ce qui vous a amené, vous, à utiliser cette méthode de préparation mentale plutôt qu'une autre, par exemple? D'accord, donc en fait, le flow, d'abord, ça s'inscrit dans le champ de la psychologie positive. En fait, ce sont des chercheurs qui ont réfléchi sur ce qui fonctionnait bien chez les individus. Donc, pas que dans la sphère sportive, artistique, intellectuelle ou dans les activités de loisirs. Donc, au lieu de se poser la question qu'on a souvent l'habitude de se poser, pourquoi une personne ne va pas bien, pourquoi elle est angoissée, pourquoi elle n'est pas motivée. Ils ont plutôt essayé de comprendre, tiens, pourquoi à ce moment-là de leur vie, ils se sentaient bien, donc de manière générale, et pourquoi quand ils font cette activité, ils se sentent bien ou ils sont performants, par exemple. Donc dans le domaine du sport, moi ce qui m'intéressait, c'était d'essayer de se poser la question inverse, c'est de se dire, voilà, quand ça fonctionne bien, pourquoi ça fonctionne bien. Et du coup, ces moments-là de fonctionnement optimal, si on peut dire, pourquoi ne pas essayer de le dupliquer, en quelque sorte, voilà, à tous les moments de la compétition sportive, puisqu'on parlera surtout de ça.
Alors, avant de faire mon doctorat donc, sur le flow, j'avais étudié ce qu'était l'estime de soi, la confiance en soi. Donc en fait, le flow, ça a été la suite un peu logique voilà, de cet intérêt pour les aspects positifs d'une personne. Alors les chercheurs, disons, le pionnier du flow, c'est Mihaly Csikszentmihalyi, donc c'est un chercheur américain mais d'origine russe, qui a donc écrit sur le flow mais en général. Et ensuite c'est une chercheuse donc, américaine, Sue Jackson, qui elle a développé vraiment l'aspect du flow dans le sport. Donc ils ont travaillé ensemble bien sûr, et donc elle a dégagé environ 9 dimensions que tu avais déjà présentées auparavant. Donc voilà, on a décidé de faire cette recherche exploratoire qui a mis en évidence que donc les dimensions existaient, mais on a mis en évidence des dimensions supplémentaires. D'accord. Donc notamment, une qui était la plus importante, c'est la dimension collective du flow. Il y a une osmose entre nous. Moi individuellement, j'ai fait des actions voilà, avec mon ballon que je n'aurais jamais cru que je pourrais faire, sans poser de questions. Pourtant, on voyait bien que voilà, qu'on perdait le match, mais il y avait des moments dans le match où on était vraiment voilà, très performant. Et vraiment ce côté collectif vraiment, voilà, qui était très important. Et donc de plaisir, évidemment, on en parle aussi bien sûr beaucoup de ce plaisir-là. Donc pour eux, c'était une expérience de flow vraiment caractéristique. Donc avec ces basketteurs, voilà, je leur ai proposé d'essayer d'induire finalement le flow. Donc ça, effectivement, c'est compliqué. Ça paraît compliqué, effectivement. C'est vraiment prendre le contre-pied de, voilà, ah, là j'étais stressée, là j'étais démotivée, là il y a eu voilà, les adversaires ont fait un panier incroyable, du coup on n'a pas réussi à se remobiliser, voilà, psychologiquement on était vraiment anéantis voilà, face à l'échec. Donc voilà, donc, le basket étant une activité très... avec des habiletés très ouvertes, beaucoup d'incertitudes, on a commencé par faire le choix des lancers francs, puisque c'est une habileté fermée qu'on peut vraiment maîtriser. Donc voilà, gérer les différents paramètres de cette partie-là du basket. Donc j'ai commencé par les filmer sur 10 lancers francs. On a établi 10 lancers francs, je les ai filmés, et ensuite ensemble on a regardé la vidéo, et on a analysé tout ce qu'ils faisaient, les gestes qu'ils faisaient avant de commencer la série de 10 lancers francs, les gestes qu'ils faisaient entre, voilà, toutes les attitudes, et en même temps ils essayaient de m'expliquer ce qu'ils ressentaient, à quoi ils pensaient à ce moment-là. Donc on a pris des notes, on en a parlé, je les ai questionnés pour être vraiment très précis dans les ressentis. Et voilà, on s'est dit bon, on va essayer de mettre en place des rituels pour stabiliser vraiment la compétence de lancer franc. Voilà. Comment, à tous les coups, réussir à ce que le panier soit réussi. Donc, dans les rituels, on voit toujours tout un tas d'actions parasites. À partir du moment où le sportif ne fait pas toujours le ou les mêmes gestes avant, c'est qu'il y a de la déconcentration, c'est que voilà, il y a une inquiétude, voilà, on ne sait pas, il ne se sent pas bien à ce moment-là, il n'a pas son ballon bien dans les mains. Enfin voilà, il y a tout un tas de paramètres propres à chaque personne qui fait qu'il va être en échec. Donc voilà, on s'est dit, on enlève le maximum d'éléments parasites. On a identifié le petit rituel que le basketteur faisait à chaque fois. Malgré tout, quand même, il y avait des choses qui étaient répétitives. Donc on n'a gardé que ça. Alors par exemple, c'était 2 dribbles, je fais tourner la balle et je shoot. Donc il y avait, voilà. Ou alors, Pascal, si je reviens sur l'aspect routine, rituel individuel, est-ce que je comprends bien en disant chacun travaille sur un rituel qui lui est propre, on fait fi des interférences autres? Voilà Michael, merci pour ce petit résumé. Alors maintenant, à vous cyclistes, je vous demande d'adapter cette méthodologie du basket, mais qu'on peut retrouver dans tous les sports. Parce qu'aujourd'hui, regardez dans les sports de grande concentration, comme le tennis évidemment, hein, vous connaissez tous les rituels d'André Agassi qui venait sur le court en suivant la ligne de faute, d'accord, qui tapait sa raquette sous les semelles, même quand c'était pas Roland Garros, qu'il n'y avait pas de poussière dessus. C'était un rituel pour se concentrer.
se concentrer, pardon. Vous avez tous vu la publicité de Zinedine Zidane pour une publicité pour de l'eau minérale où il disait d'abord la chaussette gauche, la chaussette droite, etc. Tous les sportifs ont leur rituel de concentration juste avant. Vous connaissez sûrement dans le rugby Johnny Wilkinson, c'est le recordman du monde de points marqués au pied. Vous connaissez sa position très caractéristique, un peu assis en arrière, les mains devant, d'accord? Et il râpe son pied gauche avant de taper la balle. Voilà, ce sont des rituels qu'il a travaillés à l'entraînement. Alors ne me dites pas que vous travaillez un truc 2-3 fois à l'entraînement et vous serez capable de le faire en cours. C'est pas vrai. Johnny Wilkinson tape à la fin de chaque entraînement 50 pénalités du pied droit et 50 pénalités du pied gauche. À chaque fois, il travaille ses rituels pour pouvoir taper dans les conditions optimum, musculairement, au niveau concentration, etc. Donc, c'est des choses qu'il faut travailler à l'entraînement. Comment en cyclisme? Eh bien, écoutez, c'est très simple. Vous allez chaque semaine, je vous en ai déjà parlé, vous devez faire un petit test de 3 à 4 minutes, d'accord, un petit chrono pour savoir où vous en êtes au niveau temps, au niveau forme physique. Eh bien, faites-le chaque semaine dans les conditions optimales et observez quels sont vos rituels juste avant qui vont faire que vous allez optimiser. Alors au début, vous pouvez commencer 1 minute avant. Qu'est-ce que je fais 1 minute avant? Eh bien, je me rends compte que quand je change certaines choses, je vais faire un meilleur chrono. Et puis, vous pourrez petit à petit, comme ça, remonter une demi-heure avant, 1 heure avant, pourquoi pas le matin et pourquoi pas la veille. Et comme ça, plus vous l'aurez travaillé chaque semaine, plus le jour de la course, vous allez vraiment optimiser votre potentiel. C'est-à-dire que vous aurez vraiment le résultat qui correspond à l'entraînement que vous avez fait, au potentiel que vous avez physiquement. Donc ne gâchez pas votre potentiel. Travaillez cet exercice et laissez dans les commentaires juste en dessous, eh bien vous, quel petit rituel vous avez juste avant. Je bois un coup, je remets mes lunettes, je fais un signe de croix, et puis encore avant, au niveau de votre petit rituel. Alors, c'est pas que des gris-gris, on dit les gris-gris ça marche pas. Ben, mentalement, ça a une influence, vous le savez, vous le comprenez maintenant, mais également on peut s'en servir pour faire des gris-gris, entre guillemets, mais qui sont utiles parce qu'on va se réhydrater, on va manger, on va se décontracter, etc., etc. Voilà, laissez juste en dessous vos commentaires, dites-nous ce que vous avez pensé de cette vidéo sur le flow, encore comme la dernière fois, et comme ça, pour la prochaine fois, on orientera notre recherche différemment encore avec Mickaël. Merci à tous, merci aussi à Pascal, qui reviendra très prochainement pour vous donner encore des conseils de très haut de gamme sur la préparation mentale. À vous de jouer!